Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité. Alors si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. N'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué juste en dessous dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Mauricio de Serra, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous êtes historien, membre de l'Académie française. Je vous avais reçu à ce micro. Tout à fait. Pour évoquer votre biographie, Mussolini, parue chez Perrin. Et vous venez de publier, toujours chez ce même éditeur, un magistral Munich, 1938, La paix impossible, un ouvrage que je qualifierais à 360 degrés, puisque vous voyez absolument tous les avis des peuples, les avis des politiques, les avis des journaux. C'est un travail absolument magistral avec de très nombreuses sources. Alors, Mauricio de Serra, vous commencez votre livre en reprenant une citation de Talleyrand. Une citation de Talleyrand sur la corruption du pouvoir sur la scène internationale. Et c'est une forme de paradoxe, parce qu'on comprend par cette citation que Talleyrand est un exemple en politique étrangère, c'est un maître en politique étrangère, et pourtant on comprend avec cette situation que son époque n'était pas moins pire que celle de l'entre-deux-guerres. Oui, il y a quand même une différence parce que c'est une citation de Talleyrand, mais également du Congrès de Vienne. Alors le Congrès de Vienne a eu tous les mérites, si l'on veut, historiques que les traités de paix de la Grande Guerre, les traités de paix de Paris de 1919 et 20, hélas, n'ont pas eu, c'est-à-dire d'associer immédiatement les vaincus à la nouvelle gestion stratégique du continent européen. C'est la magistrale capacité de Talleyrand, mais également des autres décideurs et des grands diplomates qui étaient là à ce moment-là, Metternich, Casterig, Gentz, de comprendre que la France, oui, la France napoléonienne sortait vaincu de cette nouvelle assiette européenne, mais était en même temps le vaincu qui devait siéger avec les vainqueurs pour dessiner le nouveau cadre de cette entente. Le problème des traités de paix de 1919, c'est que finalement, cette idée que l'Allemagne est le seul coupable, souvenez-vous de cet article du traité de Versailles que votre maître spirituel Jacques Bainville critiquait fortement dans ce qu'il a de faible et dans ce qu'il a de fort, n'est-ce pas? Eh bien, cet article sur la culpabilité allemande est à l'origine d'un problème dont l'Europe centrale sera, avant la nouvelle guerre, la frontière des affrontements entre les démocraties et la nouvelle et forte dictature hitlérienne. Alors, vous évoquez la défaite allemande, mais il y a une autre défaite, c'est celle de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie qui est disloquée. Est-ce que Munich est un écho lointain de l'inconséquence des traités 1919-1920 ? Vous avez parfaitement raison, et d'une certaine mesure, elle l'est, parce que la dissolution de l'Autriche-Hongrie, on en a beaucoup parlé, y avait-il des alternatives à ce moment-là? Inutile d'y revenir. Il est certain que l'enfant chéri de la nouvelle carte de l'Europe centrale était notamment pour la France et pour les États-Unis, avant l'isolationnisme, cette Tchécoslovaquie démocratique. Seulement, la Tchécoslovaquie naissait sur la base de ce qui aurait dû être l'entente pour une fédération. Les accords passés entre Tchèques et Slovaques à Pittsburgh, les deux comités en exil à Pittsburgh, avant la fin de la guerre, prévoyaient qu'il y ait une fédération dont il ne restera que le nom Tchécoslovaquie. Et après cela, ce pays est, oui, démocratique, mais en même temps un pays de minorité. Il y a 7 millions à peu près de Tchèques, de Bohème-Moravie. Il y a 7 millions de non-Tchèques entre Slovaques, germanophones, que je n'appelle pas tellement allemands, et je vous dirai pourquoi, germanophones des Sudètes, ruthènes des Carpates, hongrois, polonais et autres. Donc, la fédération aurait été peut-être la solution qui aurait permis une autonomie des minorités à l'intérieur d'un cadre qui était quand même un cadre
assez ouvert et de consensus tout au long des années 20. Et probablement, cela aurait permis, mais là nous sommes dans les hypothèses de l'histoire, une meilleure résistance à ce qui se produit à partir de 1933 avec l'arrivée de Hitler au pouvoir et les revendications démagogiques sur des Sudètes qui n'ont jamais fait partie de l'Allemagne. Alors justement, est-ce que le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un principe révolutionnaire en soi, qui est hérité du 19e siècle, mais que met en exergue le président Wilson pendant les traités de paix, est-ce que ce principe n'est pas ambigu pour l'avenir? Est-ce que, au fond, ce principe ne va pas être une arme à la disposition d'Hitler pour lui permettre de mettre la main sur les Sudètes? Oui, en tout cas, avant Hitler, il est certain que les 14 points de Wilson, dont le plus connu justement celui que vous citez, créent la confusion dans les négociations de la paix. Parce que finalement, et il est très curieux dans le cas des Américains qui avaient promu une cellule savante de plusieurs dizaines d'universitaires pour bien connaître le cadre de la nouvelle Europe, on n'en fait rien. Tous les pays d'Europe centrale, et pas seulement l'Europe centrale, parce qu'on pourrait parler justement de ce qui se crée avec la nouvelle Turquie, post-ottomane. Ne parlons pas du gouffre qui s'ouvre avec la révolution d'octobre. Toute cette situation n'était pas prévue et fait en sorte que tous les pays de la région, limitons-nous à l'Europe centrale, danubienne et balkanique, sont fissurés par leur minorité. Alors, quelques-uns réagissent par l'autoritarisme du gouvernement central, que ce soit la Hongrie, que ce soit la Bulgarie. D'autres, comme la Tchécoslovaquie, ont en principe cette notion de fédération qui n'est pas actée ni dans la Constitution ni dans les faits. D'autres encore, comme la petite Autriche, vont vers un régime de genre qu'on appellera l'austrofascisme ou le clérico-austrofascisme, qui est un régime autoritaire qui, quoiqu'il s'oppose à l'Anschluss, néanmoins prépare un révisionnisme au centre de l'Europe. Donc la situation est brouillée, est confuse, bien avant Hitler, qui en profitera. La Tchécoslovaquie fait partie des grands bénéficiaires des traités. Comment réagit-elle à l'avènement d'Hitler en 1933 ? Eh bien, avec, curieusement, alors que c'est déjà un ennemi mortel qui se présente, parce que il faut vraiment ne pas avoir lu Mein Kampf. Ne pas avoir lu Mein Kampf pour oublier tout ce qu'avec une clarté extraordinaire chez un dictateur, et quel dictateur, était présenté sur la nécessité de couper l'herbe sous les pieds des Slaves, de les exiler au fin fond de l'Europe vers la Sibérie, et certainement de considérer que le retour des Auslandsdeutsch et des Allemands de l'étranger était une priorité pour le Reich. Et où trouver ces Allemands de l'étranger, sinon essentiellement en Autriche et dans les Sudètes. Quoiqu'encore une fois, il n'ait jamais été allemand au sens de l'Empire allemand et dont le Troisième Reich se voulait l'héritier. Donc il y a une très grande opération de bluff dans ce cas-là, et Hitler arrive à convaincre, et c'est ça qui est quand même assez impressionnant, les démocraties, notamment l'Angleterre et un peu la France également, qu'il a un droit de regard, un droit de protection sur cette population germanophone qui n'a jamais été allemande. Du côté tchèque, on sous-estime certainement le danger hitlérien au début. D'ailleurs, Hitler fait du bluff extraordinaire. Il faut l'avouer que l'homme, à ce moment-là, est au meilleur de sa forme. Parce que fait-il au Tchèque ? Il leur propose un traité de non-agression. Exactement ce qu'il signe avec les Polonais. Autre objet de ses plans de conquête. Donc il y a un plan de non-agression qui est signé avec en 1934 avec la Pologne, qui ne sera désavoué qu'à la veille, en bonne et due forme, par les Allemands en août 1939, à la veille de l'invasion de la Pologne.
Et à côté de cela, il y a des négociations qui continuent jusqu'en 1937 pour un accord semblable avec Prague, ce qui est une façon d'amadouer les Tchèques, de leur faire croire finalement qu'ils peuvent avoir un rapport, disons, de raisonnable voisinage avec l'Allemagne. Dernière considération, la réaction tchèque, car je n'innocente pas, hélas, le gouvernement de Prague de certaines responsabilités. Bénez, vous montrez donc le chef d'État tchécoslovaque. Enfin, d'abord ministre, puis chef d'État. D'abord, il n'écoute pas, par exemple, un Dollfuss qui, lui, réagit très négativement. Non, Dollfuss à la tête de l'Autriche. Non, il y a même, je pense, de la part de Bénez, qui, n'oublions pas, comme les autres principaux responsables tchécoslovaques, est né sujet de l'Autriche-Hongrie et a toujours porté la haine, la détestation de l'Empire austro-hongrois dans ses gènes politiques. Il y a même à ce moment-là, je pense, et je ne suis pas le seul à penser, l'idée que Prague peut remplacer Vienne comme capitale de l'Europe centrale. Alors, comment réagissent les autorités tchèques, pour le coup, à l'Anschluss? Est-ce que cette fois, ils se disent, possiblement, la prochaine étape, c'est nous? Les Allemands mentent pour les rassurer, parce que je décris la scène dans laquelle Göring, qui est le numéro 2 du régime, s'adresse à l'ambassadeur tchèque à Berlin en disant ce qui se passe en Autriche est une affaire intérieure. Si vous êtes raisonnable, si vous ne mobiliserez pas, nous en ferons rien. Donc nous resterons dans les termes où nous étions. Et une partie des Tchèques veut le croire. Mais rapidement, on se rend compte, dans les mois qui séparent mars, Anschluss, de septembre, fin septembre, Munich, on se rend compte que ce sont des mensonges, et c'est déjà une traîtrise, car la pression augmente dès le lendemain de l'Anschluss sur les Sudètes. N'oublions pas que là encore, c'est un noyautage qui vient de loin, parce que jusqu'en 1933, les germanophones des Sudètes avaient été, disons, dans la phase de lune de miel de la Tchécoslovaquie d'après-guerre, qui va donc des traités de paix jusqu'à, grosso modo, la crise mondiale de 29-30. Enfin, quand même, les années 20 sont des années fastes pour la Tchécoslovaquie. Et la communauté germanophone des Sudètes avait montré un visage, malgré le dépit de ne pas disposer d'une autonomie, plutôt favorable à l'entente avec le gouvernement de Prague. Les germanophones des Sudètes étaient à majorité soit nationale-libérale, conservatrice, soit socialiste. Et ils avaient envoyé de bons et loyaux ministres au gouvernement central, notamment un grand juriste, Mayer Harting, qui était un excellent ministre de la justice centrale, donc de la Tchécoslovaquie. À partir de 1933, il y a un noyautage par la création du Parti allemand des Sudètes, qui est un parti néo-nazi. Il y a un noyautage systématique des germanophones pour les mettre dans la mouvance. Mais ce n'est pas définitif. Si on pense qu'en 1938, après Munich, il y a eu donc l'exode des non-allemands des Sudètes, parce qu'il y avait quand même, il y avait 3,5 millions de germanophones, mais il y avait un demi-million de Tchèques, de Slovaques et tout ça, qui ont dû quitter le pays, mais il y a eu quand même plusieurs dizaines de milliers d'Allemands, de germanophones, qui soit parce qu'ils étaient socialistes, soit parce qu'ils étaient juifs, soit les deux, ont dû également quitter les Sudètes. Donc il n'y avait pas cette, cette compacte communauté nazie et anti-tchèque, pas du tout. Alors, on le voit bien d'ailleurs sur une carte, que l'Anschluss est en soi un moment très important dans la mesure où, à partir du moment où l'Anschluss est rattaché à... Enfin, l'Autriche est rattachée à l'Allemagne, la
Tchécoslovaquie, la Tchéquie, en tous les cas, se trouve prise dans une mâchoire. Évidemment. C'est ça qu'on n'avait pas calculé. C'est ça et c'est la raison pour laquelle le cri d'alarme que Beneš lance à la communauté internationale arrive un peu tardivement. Il faut dire que la Tchécoslovaquie n'avait plus beaucoup d'armes parce que ses alliances... Enfin, non, elle avait des armes parce qu'elle avait une excellente armée. Mais ce que j'entends, c'est que armes diplomatiques parce que ses alliés deviennent de plus en plus... s'éloignent d'elle de plus en plus au fur et à mesure des années 30. Et ce n'est pas, là, dans ce cas, vraiment en aucun cas la responsabilité de la Tchécoslovaquie elle-même. Alors, puisque vous parlez de responsabilité, nous arrivons à l'Angleterre. Oui. L'Angleterre, nous sommes fin juillet. Oui. L'Angleterre envoie Lord Runciman, je ne sais pas si je prononce correctement. Oui, parfait. Elle pense qu'elle peut éviter la catastrophe. Quelle est la disposition de l'Angleterre à cette époque? Peut-être nous pouvons revenir un peu en arrière, en 2 minutes avant la mission Runciman, qui est une mission bâclée et qui n'a vraiment aucune chance d'aboutir à quelque résultat qu'elle soit. Alors, l'apaisement anglais ne commence pas avec Chamberlain. Ça, c'est très important. Nous avons parlé des traités de paix et nous devons dire qu'à ce moment-là, l'attitude des Anglais, dès le lendemain des traités de paix, avec l'opposition anglaise, qui n'est pas une opposition de facto, mais enfin qui est certainement un signe de très grand dépit au moment de l'occupation franco-belge de la Ruhr. À partir de ce moment... En 1923. À partir de 1923, les Anglais pensent que les traités ont été trop durs avec l'Allemagne. Si vous voulez, ils peuvent le penser du point de vue moral, mais enfin cela n'embarrasse jamais la politique. Ce qu'ils veulent, c'est qu'un pays de l'importance historique de l'Allemagne redevienne une grande puissance industrielle et économique au centre de l'Europe continentale pour pallier la France. C'est la notion de l'équilibre continental qui est traditionnelle. Donc, de ce point de vue-là, un certain nombre d'historiens anglo-saxons considèrent que l'apaisement, la politique de l'apaisement, s'inscrit dans une continuité depuis des siècles, depuis Napoléon, et même avant, de la politique étrangère anglaise. Le problème, c'est qu'à cet apaisement qu'on peut encore considérer relativement vertueux, de faire en sorte qu'il y ait une reprise de l'économie du continent, dont évidemment l'Angleterre bénéficierait également, se dessine de plus en plus au fil des années 30 un apaisement de la crainte vis-à-vis du pouvoir que semble présenter l'Allemagne. L'Allemagne qui est devenue l'Allemagne hitlérienne, qui n'est plus l'Allemagne de Weimar. Et donc nous avons cette extraordinaire série de coups montés, de bluffs hitlériens, l'un après l'autre, comme s'ils se disaient « Où puis-je aller plus loin la prochaine fois ?» sans me faire taper sur les doigts, auxquels on ne réagit pas. Et le sabordage, là, la responsabilité anglaise est énorme et n'est pas une responsabilité de Chamberlain, qui n'est pas au pouvoir à ce moment-là, c'est l'accord naval anglo-allemand de 1935. Mussolini, ça c'est le paradoxe, Mussolini qui est dans sa posture la plus anti-hitlérienne, qui vient de réunir à Stresa la France, l'Angleterre et l'Italie, donc les 3 pouvoirs, pour essayer d'endiguer Hitler et d'empêcher l'Anschluss, c'est surtout l'Anschluss, ce n'est pas les Sudètes qui l'intéressent, mais c'est surtout l'Anschluss, se voit 2 mois plus tard en catimini doublé par les Anglais qui font un accord naval extrêmement généreux avec les Allemands, avec des clauses en faveur de la marine de guerre allemande et surtout des sous-marins dont on sait l'effet meurtrier qu'ils auront dans le second conflit mondial, dans l'Atlantique et tout cela, avec des clauses généreuses qui n'avaient pas été reconnues à l'Allemagne en 1914 et qui avaient été une des raisons de la guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne. Quand l'Angleterre s'inquiétait des plans de Tirpitz de modernisation de la flotte allemande, de la Kriegsflotte. Et tout cela est accepté avec une feuille de figue en disant autant
comme ils vont réarmer de toute façon, autant qu'ils le fassent dans le cadre d'une entente qu'en dehors d'elle. Or, le mécanisme de l'accord ne prévoyait aucun contrôle de l'armement. Donc, c'était absolument de la frime, ça n'avait aucun sens. Et à partir de ce moment se délite, et l'Angleterre a une responsabilité majeure, non seulement dans les Sudètes, mais dans toutes les acceptations des mauvaises actions de Hitler tout au long des années 30. La seule justification, et puis nous parlerons de la France si vous voulez bien, la seule justification qu'elle puisse avoir aux yeux de l'historien, c'est qu'il n'y avait pas un accord anglo-tchécoslovaque, alors qu'il y avait un accord franco-tchécoslovaque. Sur l'apaisement, on a bien compris que les racines de l'apaisement sont bien plus importantes. Elles ne datent pas de Neville Chamberlain. Vous distinguez, malgré tout, l'apaisement de l'époque locarnienne, 1925, Locarno, de celui des années 30 ? Oui, mais l'époque locarnienne, les années 20, les années heureuses, je ne dirais pas les années folles de l'après-guerre, sont un moment de grand optimisme, parce que nous avons une Allemagne qui a son plus grand homme d'État, Stresemann, dont d'ailleurs la disparition précoce à 50 ans est probablement une des causes de l'arrivée, de l'ascension de Hitler, parce que c'est le seul homme qui aurait pu l'arrêter en Allemagne. Eh bien, et puis il y a la crise économique mondiale qui change complètement la donne et qui rend le climat beaucoup plus fragile et en même temps les soupçons, les méfiances réciproques augmentent. Et nous arriverons à la différence que connaissent tous les historiens entre les années 20 et les années 30. Voilà. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est l'Angleterre, en l'occurrence Halifax, le secrétaire d'État au Foreign Office, qui laisse croire à Hitler qu'il pourrait s'emparer de la région des Sudètes sans déclencher la guerre ? Il y a beaucoup de... J'ai étudié tous les documents et le lecteur... C'est impressionnant. Oui, le lecteur doit avoir la gentillesse de me suivre dans une dizaine de pages un peu techniques sur ce point, parce qu'on a beaucoup écrit, mais nous n'avons pas la preuve certaine de ce qui est vraisemblable. C'est-à-dire que Halifax, qui n'est pas encore ministre des Affaires étrangères, il est envoyé là. Il y a toute une histoire parce que le ministre des Affaires étrangères, qui est Eden, préfère ne pas se mouiller. D'autre part, le fait que Halifax ait un rôle secondaire à ce moment-là, il deviendra ministre peu après avec la démission de Eden. Consent de donner à cette mission un caractère moins officiel que si c'était le ministre des Affaires étrangères lui-même. Enfin bref, le point est que Halifax, très probablement, aurait dit, dans quelle mesure cela est clair ou n'est pas clair, qu'il y aurait eu un blanc-seing, en tout cas une acceptation du côté anglais d'un changement, même important, en Europe centrale, pas seulement les Sudètes, pourvu que cela ne se fasse pas par une guerre. Voilà. Le mot de Göring à l'Halifax, c'est vrai ou pas ? C'est-à-dire ? Le Göring l'appelait Halifax à l'Halifax. Oui, à l'Ali. Il y a aussi le surnom anglais qui était The Holy Fox, parce qu'il était chasseur donc de renards, et c'était un homme confié en dévotion, donc le saint renard, parce que c'était quand même quelqu'un de très habile et de très futé politiquement. D'ailleurs, il ne se mouille pas à Munich, comme Bonnet. Alors justement, venons-en aux accords de Munich en eux-mêmes. Pourquoi tout d'abord Munich ? Qui choisit la ville de Munich ? C'est probablement Mussolini, parce qu'au dernier moment, Hitler lui donne le choix. Là, il faudrait situer le contexte. Mussolini est convaincu beaucoup plus par Chamberlain que par Hitler à se rendre comme médiateur à Munich. L'idée colportée par des historiens anglais sans la moindre preuve, selon laquelle il se jette sur l'occasion d'avoir la possibilité de parader sur une estrade internationale, n'a strictement aucun sens. L'homme détestait toute improvisation.
Il était très méticuleux, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, et ne voulait pas d'une médiation sans savoir l'objet de cette médiation. Vous le montrez très bosseur, parce que... Très bosseur. Très bosseur, parce que dans la date, vous le montrez allant en train, alors justement, le travaillant. choix. Oui, mais justement, le choix. Alors, Hitler lui offre à lui et aux délégations, pas seulement à lui, Berlin, Francfort et Munich. Alors, pour se rendre à Berlin, et il faut se rendre dans l'immédiat, parce qu'il y a encore cet autre bluff allemand, c'est-à-dire le 1er octobre, je vais entrer militairement dans le sud, et ce sera la guerre. Donc, il faut absolument intervenir, et d'ailleurs l'accord que les Français appellent les accords, mais l'accord, il n'y a qu'un accord et 4 annexes de Munich, est un texte tellement bâclé qu'un étudiant de 3e année de droit public ou de droit international l'aurait mieux écrit. Bon. Le choix de Munich par rapport à Berlin et Francfort, c'est que cela permet à Mussolini de s'y rendre en train. Pour aller à Berlin et Francfort et arriver dans les délais, il aurait dû prendre l'avion. Et le train lui permet de travailler. Parce que c'est un train de nuit, il part à 6 heures de l'après-midi de Rome, et il arrive à 8 heures du matin. Là, il y a une halte assez dramatique, d'ailleurs je le raconte, à Kufstein, ce qui doit être très amer pour Mussolini, l'ancienne frontière autrichienne, italo-autrichienne. Et c'est là que Hitler et Ribbentrop essaient de le convaincre, je dirais même plus, de l'obliger à souscrire à ce que j'appelle le plan B, qui est un plan de cession immédiate de tous les Sudètes sans garantie. Le plan Ribbentrop, on va y revenir après. Volontiers. Pourquoi la Tchécoslovaquie n'est pas présente ? Eh bien, alors, la Tchécoslovaquie n'est pas présente pour des interdits, mais malheureusement également pour une acceptation qui, du point de vue du droit international, on a très souvent dit un traité dans lequel, parmi les négociateurs et ceux qui l'ont souscrit, il n'y a pas la puissance, le pays intéressé n'a aucune validité. Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que la Tchécoslovaquie avait, de justesse, quelques heures plus tôt, accepté formellement le plan anglo-français. Donc, elle avait accepté de se faire représenter par ses alliés, dont elle savait déjà qu'ils céderaient sur toute la ligne, car Munich, il faut comprendre, Munich n'a rien finalement décidé, avec quelques garanties dont nous pouvons parler. Le choix de la cession des Sudètes était fait à la veille. Il n'y aurait même pas eu besoin de la conférence pour l'entériner. On a voulu la conférence parce que ça dramatisait le moment d'éviter la guerre. Et ceux qui ont surtout voulu Munich, c'était Daladier et Chamberlain pour pouvoir revenir dans leur capitale porteurs d'avoir sauvé la paix. Alors, justement, la délégation française, puisque la France garantit normalement l'intégrité de la Tchécoslovaquie. Oui, mais on n'a pas parlé de ça. Non, on n'a pas parlé de la France. Et alors, vous commencez, je n'ai pas commencé par le commencement malheureusement, mais vous commencez votre livre par une description, en fait, au fond, de ces quelques personnages. Je ne vais pas dire que c'est un huis clos, mais quasiment. Ces quelques personnages qui décident du sort du monde, et le fameux Daladier, le fameux taureau. Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai dans l'impartialité que doit rechercher un historien, vous le savez comme moi, vous l'êtes comme moi, je ne peux pas cacher une petite sympathie pour Daladier. Oui, je ne peux pas le cacher parce que le personnage a été absolument vilifié, mais il est vrai que, d'une part, c'est un homme qui, tout politicien madré, prêt à toutes les ruses qu'il soit, c'est un homme qui souffre d'une certaine démission française. Et c'est un homme qui a assez l'expérience internationale que Chamberlain n'a pas pour savoir et pour avoir d'une certaine mesure vécu. N'oublions pas que Daladier est président du Conseil pour la première fois en 1933, en janvier 1933, au moment de l'ascension de Hitler. Même s'il est pour une assez courte période, pour avoir connu
tous les protagonistes du côté français pour avoir compris, pour avoir respiré l'air des traités de paix et avoir su à quel point la Tchécoslovaquie était l'enfant chéri de la France, qui d'ailleurs, nous ne l'avons pas dit, en avait fait le pivot de son alliance d'Europe centrale, dite la Petite Entente, oui, avec la Yougoslavie, avec la Roumanie. Donc c'était les trois États qui étaient proches de la France, aucun autant que la Tchécoslovaquie d'ailleurs, qui devaient assurer le maintien d'une influence vertueuse de la France victorieuse à l'intérieur de l'Europe centrale. Donc Daladier sait tout cela. Il sait qu'il y a un accord très précis, un traité d'alliance et d'amitié de 1924, qui est d'ailleurs renforcé l'année suivante à Locarno, et qui implique un très formel engagement. Alors, là, il y a quand on arrive au débat munichois, anti-munichois, il y a ceux comme le juriste Barthélemy, qui deviendra, ce n'est pas un hasard, ministre du Maréchal, qui disent « Mais non, l'accord de 24 n'est pas aussi important que cela, parce qu'il n'y a pas l'ajout d'une convention militaire, donc c'est un accord politique et diplomatique de bonne volonté, mais ça n'arrive pas jusqu'à la guerre. » Non, ce n'est pas du tout le cas, parce que l'accord est déjà ferme dans les principes qu'il devrait y avoir une aide réciproque en cas d'attaque. Et voilà. Et la France est derrière, en particulier avec un homme remarquable, le général Fauché, qui est le conseiller militaire français du gouvernement de Prague, est derrière le grand effort de modernisation de l'armée tchèque dans l'entre-deux-guerres, qui est bien supérieur à l'effort de modernisation de l'armée française. Alors toute proportion gardée. Je vous cite, pendant la conférence, Daladier, son éclat de courage passé, agrippé à son fauteuil au bord de la nausée, se tourne constamment vers Léger, qui semble assumer la fonction d'un thérapeute plutôt que d'un conseiller. Oui, il est affolé, il est affaissé, oui, tout à fait. Alors, la conférence est marquée par un coup de théâtre. Vous évoquiez le plan B, le plan Ribbentrop, qui est le plus extrémiste au fond. Et contre toute attente, eh bien, le plan Ribbentrop est écarté. Oui, alors c'est très simple. Disons-le en deux mots, je dois là encore m'excuser avec le lecteur, mais je suis quand même assez fier d'avoir fait ce... Ne vous excusez pas auprès du lecteur. Je le dis, mais je le dis avec amitié et cordialité, chère lectrice, cher lecteur. Tout simplement, j'ai donné une vingtaine de pages très techniques. Vous savez, j'ai une petite passion également pour le droit international, pour bien mettre les choses dans leur assiette. Parce que même des historiens, me semble-t-il, enfin chacun de nous est convaincu d'avoir trouvé ce que d'autres n'ont pas trouvé. Comment dirais-je, c'est inévitable. Mais à mon avis, ils font un peu de confusion. Ce que Mussolini met sur la table dès la première réunion est une refonte des conditions franco-anglaises. C'est pour ça qu'il avait besoin de les étudier dans le train, qui lui ont été communiquées par Chamberlain via l'ambassadeur anglais à Rome. Donc il a dans sa mallette. Et des conditions plus souples, le plan A, qui a été élaboré par les dirigeants et les diplomates et les militaires, mais surtout les dirigeants et les diplomates, y compris Göring, qui sont convaincus qu'il ne faut pas aller jusqu'à... que le bluff doit avoir des limites. Donc, ce sont des conditions qui pavent la voie, certainement, à une cession du Sudète. Sur ça, il n'y a aucune histoire, mais avec des modalités. Et la grande trouvaille, si l'on veut, le grand élément que Mussolini ajoute à cette refonte des deux plans, c'est la commission internationale. Cette commission internationale, qui est une commission des ambassadeurs, qui siège à Berlin, et donc qui doit se réunir après la signature de l'accord, elle se réunit d'ailleurs dès le 1er octobre, en bonne et due forme, a deux caractéristiques importantes. D'une part, les Tchèques y sont représentés, leur très habile ambassadeur, très capable, plus qu'habile, malheureux homme, ambassadeur à Berlin, Mastny, y est le membre tchèque.
avec un fonctionnaire envoyé de Prague en toute vitesse. Et à côté de cela, la Commission internationale a un rôle considérable parce qu'elle doit faire ce que la tenue trop rapide de la réunion. N'oublions pas que Munich commence à midi et se termine à 2 heures du matin. Donc c'est même pas 2 jours, c'est même pas un jour et demi. D'ailleurs, c'est curieux parce que la date de l'accord est le 29, alors qu'il est signé le 30 à 2 heures du matin. Bon, mais ce sont, si vous voulez, des détails, mais des détails qui prouvent à quel point tout se fait dans la hâte. Donc, on délègue, et c'est essentiellement l'idée de Mussolini, c'est prouvé, on délègue à la commission des ambassadeurs le rôle de définir les nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie. C'est pas rien. C'est pas rien. Et à tel point que, et je termine, comme la commission travaille trop bien, les Allemands, après une dizaine de jours, décident de la noyauter et pratiquement obligent les autres partis à céder en disant ce sera directement, on va régler la chose à l'amiable entre nous et les Tchèques. Fin de la commission. Est-ce qu'il y avait une forme de, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce qu'il y avait une forme de naïveté à croire qu'une commission pouvait agir de la sorte? Non, il n'y aurait pas eu de naïveté si elle avait eu des instructions, mais lisez les rapports de François Poncet, qui est donc l'ambassadeur français à Berlin, au Quai d'Orsay, de Henderson, que je ne considère pas du tout, d'ailleurs, qu'il a été traité de pro-nazi, pas du tout. C'est un homme de l'apaisement, mais c'est un fonctionnaire honnête et droit, dans la mesure de ses convictions qui peuvent être fausses. Mais Henderson demande des instructions Foreign Office, François Poncet les demande, attend qui se met, l'ambassadeur italien qui se met du côté, parce qu'il a compris comment vont les choses, il se met du côté des anglo-français, fait de même, et ils n'obtiennent pas d'instructions. Ils n'en obtiennent pas. Donc c'est un choix de... à mon avis, les responsabilités, disons-le en 2 mots, les responsabilités des démocraties sont plus graves dans l'après-Munich qu'à Munich. C'est encore plus grave, voilà, disons-le comme ça. Comment ces accords sont annoncés aux Tchèques ? Eh bien, les accords sont annoncés à Tchèques de la pire façon parce que 2 émissaires de pauvres diplomates, dont d'ailleurs l'un, Masny, je l'ai déjà cité, attendent comme les bourgeois de Calais dans une chambre à côté, surveillés par la Gestapo, et sont convoqués. Et il y a une scène abominable que je décris où Chamberlain, qui devrait avoir quand même la politesse d'un gentleman, clairement est en train de bâiller, n'a aucun intérêt à leur parler. Daladier s'esquive, Léger se met à brosser en leur disant « Ah, mais nous avons la commission c'est extraordinaire, vous pourrez tout faire dans la commission, vous pourrez redresser le bilan. » Y croit-il ou pas? En tout cas, c'est une scène très pénible pour les Français et les Anglais, c'est certain. Le droit international est mort à Munich ? Le droit international ne meurt pas, heureusement, mais il est certainement que le droit international, si vous voulez, meurt chaque fois qu'il n'est pas respecté, et nous en avons des exemples beaucoup plus récents que Munich. Alors, vous évoquez les démocraties, la responsabilité des démocraties. Comment sont accueillis sur le plan international les accords de Munich en Angleterre, en France ? Eh bien, en Angleterre, en France, nous avons vu toutes les scènes extraordinaires d'enthousiasme frénétique au retour, à tel point que vous savez que Daladier aurait prononcé un mot gaulois par rapport à la foule qui l'attendait, parce que lui-même ne le croyait pas. D'ailleurs, il y a là une différence, parce que alors que le discours aux communes de Chamberlain respire vraiment une sorte de conviction, vraie ou fausse, qu'il y a eu une étape extraordinaire de franchie. N'oublions pas à ce propos que les Anglais avaient une autre raison pour ne pas échanger de très près leurs propos avec préparer leur action avec les Français, et c'est qu'ils avaient leur accord paix en notre temps à faire signer. Et c'est d'ailleurs en agitant l'accord paix en notre temps et pas l'accord de Munich que Chamberlain sera accueilli à son retour à Londres.
Mais du côté français, non. Daladier est très sobre. Son discours, à mon avis, est un des meilleurs qu'il ait prononcé à l'Assemblée nationale quand il dit nous avons franchi une épreuve, mais nous devons rester vigilants. Et il commence, dans les jours qui viennent, avec son très capable ministre des Finances, Paul Reynaud, qui a la responsabilité également de l'industrie de l'armement, à faire un programme de modernisation de l'appareil militaire français qui, malheureusement, un an plus tard, au moment de la guerre de 1939, ne sera pas encore suffisamment poussé, suffisamment réalisé. Quelle est la part, on parle aujourd'hui beaucoup des réseaux sociaux, etc., quelle est la part de l'opinion publique dans cette décision? Est-ce qu'elle existe? Eh bien, je pense que l'opinion publique et l'électorat ont eu un rôle majeur en considérant que Daladier et Chamberlain ne sont pas des personnages issus de je ne sais quelle combinaison ministérielle. Ils ont derrière, de quelle combinaison ministérielle, ils ont derrière eux une très grande poussée d'une opinion publique qui confond peut-être l'objectif noble de ne plus de guerre, donc le pacifisme vertueux, avec le pacifisme moins vertueux, qui est celui de se rendre au mauvais agissement des dictatures. Mais enfin, le sens de la relativité de l'histoire doit toujours être tenu présent si on considère que avant, pendant et même après Munich, Chamberlain est considéré comme, dans tous les sondages, comme le Premier ministre le plus populaire du Royaume-Uni depuis le duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon. Et aujourd'hui, il est classé à la dernière ou à l'avant-dernière place dans tous les sondages. Donc vous voyez la relativité de tout cela. Mais il est certain que s'il y a des responsabilités, et il y en a de ces deux personnages, ils les partagent avec leurs opinions publiques. Et donc, ça nous pose un problème de réflexion sur ce qu'est une démocratie. Est-ce qu'un leader démocratique doit renverser la vapeur au point d'aller contre l'opinion de son pays, de son électorat? Vous savez, tous ceux qui disent de Gaulle et Churchill à Munich auraient fait une toute autre impression à Hitler que Chamberlain et Daladier. Mais leur moment n'était pas venu. C'est très simple. Et ne serait sans doute pas venu sans la guerre. N'est-ce pas paradoxalement Hitler, dans l'affaire qui, si je puis dire avec une forme d'ironie, est le moins coupable parce qu'il n'a jamais caché ses intentions? J'ai posé la question dans l'introduction avec un gros point d'interrogation, bien sûr, et je pense des guillemets à coupable. Mais là est certainement la question. Enfin, je suis toujours sidéré de voir à quel point on n'a pas lu et on n'a pas pris au sérieux. Alors vous savez, les diplomates ont leur part de responsabilité. Moi, j'aime bien les diplomates pour des raisons évidentes, donc je leur consacre un demi-chapitre sur les principaux diplomates. Ils sont plus lucides? Je pense qu'ils sont lucides. Et je pense que très souvent, ils sont frustrés par la glaciation qui se fait. Enfin, l'époque Bonnet, par exemple, qui est quand même la responsabilité de Daladier, parce que Daladier arrive au pouvoir à la fin de l'expérience du Front populaire. Et alors qu'il a un faucon dans la personne de Paul Boncourt, qui est absolument convaincu, du moins il est convaincu à ce moment-là, de maintenir les engagements de la France en Europe centrale, il le remplace avec un homme comme Bonnet, qui est certainement un politicien très habile, qui a été un excellent ambassadeur à Washington, mais qui commence immédiatement à réduire la voilure des engagements français vers la Tchécoslovaquie. Et les Allemands s'en rendent compte immédiatement. Un dernier mot, Mauricio de Serra, vous avez souhaité dédicacer votre ouvrage à Hélène Carrère d'Ancos. Oui, mais c'est pour une raison à la fois affective, parce que je dois beaucoup à Hélène Carrère d'Ancos. C'est une personne qui a les dédicaces devraient peut-être toujours être avec comment dirais-je, les simples, non, mais les simples initiales. Non, j'ai tenu à le faire parce que donc il y a eu un rapport
j'ose dire, très fort entre nous. Et à côté de cela, parce que j'avais parlé de ce livre avec elle, elle l'attendait. J'espérais d'une certaine mesure qu'elle en fût la première lectrice. Et voilà, donc c'est une façon dans laquelle je voulais souhaiter la rappeler. Eh bien, merci beaucoup Mauricio de Serra d'être venu à notre micro. Munich 1938, La paix impossible, un ouvrage paru chez Perrin à lire absolument. Je vous renvoie aussi au dernier numéro d'Histoire et Civilisation qui est disponible absolument dans tous les kiosques. N'hésitez pas à courir chez votre kiosquier préféré et à vous le procurer. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je remercie aussi Mathilde qui était à la technique.